Aujourd'hui, on va traiter la mission 3 du cas WebCase tombé en 2018. Cette mission 3 est entièrement orientée programmation objet. Alors, avant de commencer à lire vraiment le sujet, voyons tout de suite les documents utilisés. On vous dit que les documents à utiliser sont les 7, 9 et 10, donc on va rapidement voir à quoi ils ressemblent. Alors d'abord le document 7 qu'on avait déjà vu parce que en fait ça explique comment fonctionne une collection, une array-list. On l'avait déjà vu dans la mission précédente. Bon, c'est juste un rappel, hein, ça vous explique comment on déclare une array-list, comment on l'instancie, comment on peut créer un objet et puis l'ajouter dans une array-list, et puis comment récupérer un objet avec get, comment on peut avoir la taille, hein, le nombre d'objets contenus dans une array-list avec size, et comment on la parcourt. Bon, petite parenthèse à ce niveau-là, on est de toute évidence en Java, et il y a une petite erreur puisque la boucle Java qui permet l'équivalent du for each, c'est juste for en Java. Mais bon, c'est pas très grave, enfin en tout cas l'idée c'est pour expliquer qu'effectivement on peut parcourir une collection en récupérant à chaque tour de boucle un des objets de la collection. Donc ça c'est pour le document 7, pour rappeler le fonctionnement de array-list. Ensuite il y avait le document 9. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce document 9? On a une classe conso pour les consommateurs, où on retrouve en propriété nom, prénom, mail, tel. Et puis on a une propriété les ventes. Alors je vous rappelle que les propriétés au niveau d'un diagramme de classe, les propriétés qui sont de type objet, donc du type d'une autre classe, ne sont pas mis directement à l'intérieur de la classe, hein, au niveau du diagramme de classe, mais sont mis sur les liens sur le côté opposé. Donc on comprend que dans Conso, on a une collection qui s'appelle les ventes et qui va contenir des objets de type vente. Et d'ailleurs, si on regarde la déclaration textuelle de la classe Conso, on retrouve nom, prénom, mail, tel, et puis on trouve effectivement hein, une array-list qui s'appelle les ventes et qui est une array-list d'objets de type vente. Donc c'est bien ce que je vous expliquais. Alors au niveau de conso, on a une classe qui hérite de conso qui s'appelle conso fidèle. En fait on l'avait déjà vu dans la question précédente, et qui rajoute date de naissance, point fidélité, date inscription, et puis des méthodes qui permettent donc de récupérer le nombre de points de fidélité, d'ajouter fidélité. Donc ça on a déjà eu l'occasion de le traiter. Je reviens un peu sur la classe conso. On a get vente qui permet de récupérer la collection de ventes, hein, les ventes, hein, c'est un getter sur la collection. Get NB vente qui permet de savoir combien de ventes ont été faites, et puis add une vente qui permet de toute évidence d'ajouter une vente dans la collection. Alors, par rapport à un consommateur, on a l'ensemble des ventes. Donc les ventes, ça permet d'accéder à la classe vente avec la date de vente, le montant vente et les getters correspondants. Et on s'aperçoit qu'à partir de vente, on peut retrouver le consommateur concerné. Donc dans la classe vente, si je vais voir la classe vente, voilà, on a le conso, vous voyez, qui est de type conso, qui permet de retrouver le consommateur concerné par la vente. Donc vente contient, enfin vente, il y a deux classes filles qui héritent donc de la classe vente, c'est vente e-commerce et vente magasin, qui contiennent des propriétés spécifiques pour la vente e-commerce ou pour la vente magasin. Alors on a donc les descriptions textuelles des classes, la classe conso avec les propriétés qu'on a déjà vues, le constructeur, et puis on retrouve les 4 méthodes qui sont citées au-dessus. Alors on se doute déjà d'une question qui va être posée, hein, puisqu'on voit que getNBVente est en gras et il y a marqué à compléter sur votre copie, donc on a compris qu'il y a une des questions qui va porter là-dessus. Ensuite on a conso fidèle qui hérite de conso, donc on retrouve les différentes informations qu'on a vues dans le diagramme de classe. Pareil pour la classe vente, pour la classe qui hérite de vente, la vente e-commerce, et on a aussi vente magasin. On voit qu'on va avoir des choses à faire aussi, puisque de toute évidence la vente e-commerce, le constructeur, il va falloir qu'on l'écrive. Et puis on a aussi le document 10, extrait de la classe statistique utilisée pour le module statistique, où dans cette classe on a deux méthodes statiques
c'est stat vente et compare lieu vente, et on va devoir de toute évidence travailler dessus. Dans un premier temps, on voit qu'il y a marqué à commenter, donc on se doute qu'il va falloir mettre le commentaire. Celle-là est écrite complètement par contre. Par contre, l'autre méthode a complété sur votre copie, donc on a compris qu'il va falloir remplir cette méthode. Enfin, ça se termine par une remarque où on vous explique comment fonctionne le instance of, qui permet tout simplement de savoir de quel type est un objet. Donc si on écrit une vente instance of vente, à ce moment-là, si une vente est un objet du type de la classe vente, on va pouvoir rentrer dans le if. Donc c'est pour contrôler le type d'un objet. Ok, donc là on a un petit peu vu l'ensemble des annexes qui sont proposées pour la mission 3, donc ça nous permet déjà de voir un peu où on va aller. Vous allez voir que les questions sont quand même très classiques, on n'est pas du tout dans le même esprit que la mission 2 qui était quand même plus lourde à gérer. Là on est vraiment dans des questions classiques de programmation objet. Alors, c'est parti. Donc, le module de statistiques du logiciel WebQuest permet d'obtenir des statistiques sur les ventes par l'intermédiaire d'une classe statistique, qu'on vient de voir d'ailleurs, qui contient plusieurs méthodes. Une méthode de cette classe, nommée StatVente, n'a pas été commentée lors de son écriture et votre chef de projet souhaite que vous fassiez le nécessaire. Donc, la première question, c'est rédiger le commentaire de la méthode StatVente de la classe statistique expliquant ce qu'elle retourne. Alors, on va retourner donc sur cette classe, et du coup là, donc c'est StatVente est ici. Du coup, on va prendre le temps de comprendre ce que fait cette méthode de façon à pouvoir mettre le commentaire correspondant. Alors, cette méthode, elle reçoit une collection, une arraylist d'objets de type vente. Alors, ils l'ont appelé les ventes du jour, donc on comprend que ce qu'on reçoit, en fait, c'est une collection des ventes par rapport à un jour précis. Ensuite, on a une variable locale NB vente fidèle qui est initialisée à 0 et on voit qu'il va être incrémenté dans une boucle. Okay, donc on va de toute évidence compter des choses. Bon, on se doute vu le nom NB vente fidèle qu'on va compter le nombre de ventes fidèles. Mais bon, vérifions tout de même. Puis on a une boucle qui va boucler sur la collection reçue en paramètres. Donc à chaque tour de boucle, on va récupérer une des ventes de la collection, donc une des ventes du jour. À partir de là, à partir d'une vente, on va faire un get le conso. Alors ça c'est quelque chose qu'on a vu ici, donc vente, on est capable d'avoir, vous voyez, get le conso qui permet de récupérer le consommateur qui est responsable de cette vente. Ok. Donc on récupère le consommateur et à partir de C qui est donc le consommateur de cette vente, on va appeler la méthode est-fidèle. Alors rappelez-vous, la méthode est-fidèle, elle retourne soit true soit false. Et si c'est un consommateur fidèle, elle retourne true. Donc ça permet de savoir si c'est un consommateur fidèle. Donc si le consommateur de la vente concernée, puisqu'on est sur une vente précise à partir de quand on est dans cette boucle, si le consommateur de la vente concernée est fidèle, on incrémente de 1 le nombre de ventes fidèles. Et au retour, qu'est-ce qu'on fait? En sortie de boucle, on va avoir dans NB vente fidèle toutes les ventes de consommateurs fidèles de l'ensemble des ventes de la journée. On multiplie par 100, on divise par les ventes du jour.size. Et les ventes du jour.size va nous donner le nombre de ventes qui se trouvent dans la collection. Ça, on l'avait vu au niveau ici. On sait que dans une release, .size permet d'avoir en fait le nombre d'objets qui sont dans la collection. Ok. Donc les choses sont assez claires, on comprend que, en plus ils ont donné des noms clairs aux différentes variables, donc on comprend qu'on obtient tout simplement le pourcentage de ventes du jour provenant de consommateurs fidèles par rapport à l'ensemble des ventes du jour. Donc c'est ça l'idée, c'était en mettre en commentaire, retourne le pourcentage donc des ventes du jour provenant des consommateurs fidèles. Alors je dis vente du jour parce que
le nom de la collection qui est passé en paramètre est assez clair, c'est les ventes du jour, mais en réalité ça peut être n'importe quelle collection de vente, hein, puisqu'on a un heure et liste de vente. Mais enfin, ça paraît assez logique que c'est les ventes d'une journée précise. Voilà, c'est tout pour cette question. Donc on va continuer tranquillement le sujet. Donc je reviens au sujet. Ensuite, le responsable souhaite ajouter des statistiques permettant de comparer les ventes en magasin aux ventes en ligne réalisées sur le site e-commerce. Dans un premier temps, on vous demande d'implémenter et compléter certaines méthodes. Alors, question 3.2. Écrire la méthode getNBVente de la classe conso qui retourne le nombre de ventes enregistrées dans la collection des ventes de consommateurs. Ok, bon, spontanément, ça n'a pas l'air très méchant. Donc, allons voir le getNBVente qui est ici au niveau du diagramme de classe et qu'on retrouve ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que retourne le nombre de ventes enregistrées dans la collection de ventes du consommateur. Or, la collection de ventes du consommateur, on l'a ici, et le nombre de ventes enregistrées, ben, ça va être tout simplement le nombre de ventes qui sont dans la collection, dans leur liste. Or, on sait que avec, je remontre ici, hein, avec .size, on est capable d'avoir le nombre d'éléments d'une collection. Bon ben voilà, hein, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais réécrire la signature de la méthode. Donc ce qu'on veut écrire, c'est public int getNBVente. Et donc cette méthode, ce qu'on veut, c'est qu'elle retourne le nombre d'éléments qui sont dans la collection. Donc je vais faire un return tout simplement de la collection les ventes .size. Alors si je l'écris correctement, c'est mieux, voilà. Et c'est tout. Donc c'est tout pour cette question. Alors évidemment il met des majuscules tout seul, pas top, voilà. Voilà, bon, on revient en arrière, bon, on commence en douceur, ce qui est très bien, hein, le sujet est progressif à ce niveau-là, et je trouve que cette partie est très bien gérée à ce niveau-là. Alors, question suivante, écrire le constructeur de la classe vente e-commerce qui permet d'initialiser tous les attributs d'une instance de la classe. Donc, allons voir à quoi ça ressemble. Donc, on sera donc dans le constructeur de vente e-commerce. Alors, voyons la version textuelle. Donc vente e-commerce, n'oublions pas qu'elle hérite de vente, donc voilà, de vente. Ensuite on nous dit bien que ça doit initialiser tous les attributs. Tous les attributs, ça suppose que on doit initialiser non seulement les propriétés privées de la classe vente e-commerce, mais comme elle hérite de vente, il faut qu'elle initialise aussi les propriétés privées de la classe vente. Alors attention, une classe phi n'accède que à ce qui est public et protégé de la classe mère, et pas au privé. Donc l'erreur à ne pas faire, alors je vais déjà écrire la signature de la méthode. Donc on a affaire à public, donc vente e-commerce. Voilà. Alors on va voir après ce qu'on met au niveau des paramètres. Ok. Donc là, bon, commençons à mettre les paramètres. On sait qu'on doit valoriser les propriétés aussi bien de vente e-commerce que de vente. Donc je vais garder un peu la même logique là au niveau du constructeur de la classe mère. Ils avaient mis une date vente, un conso, un montant pour pouvoir valoriser date vente, le conso et montant. Bon, je vais garder la même logique. Donc ça va être date, une date vente. Ensuite on a besoin de conso, un conso. Et on a besoin de un montant donc qui est de type double, un montant. Et puis on veut valoriser aussi les propriétés qui sont dans vente e-commerce. Donc on va garder la même logique, hein. On va dire string, on va dire une adresse livraison,
Alors, en réalité, vous pouvez donner les noms que vous voulez aux paramètres. Vous n'êtes pas du tout obligé de garder la logique qui a été utilisée au niveau du sujet. Spontanément, j'ai plutôt tendance, moi, à donner comme nom de paramètres les mêmes noms que les propriétés, pour bien faire le parallèle. D'ailleurs, vous voyez, là, je l'ai fait sans le vouloir, spontanément. Donc, une option livraison. Voilà. Alors, donc là, à l'intérieur, en ce qui concerne la valorisation des propriétés privées de vente e-commerce, ça pose pas de problème. Il suffit de faire dans la propriété adresse livraison, de lui affecter tout simplement le paramètre. Donc je vais faire égal une adresse livraison. Et évidemment, je vais faire la même chose pour option livraison. Donc dans option livraison, je vais lui affecter donc une option livraison. Voilà. Alors, j'ai mis vis pour bien repérer le fait que c'est faire la distinction entre le fait que c'est une propriété et là que c'est juste un paramètre. Dans ce cas-là, le vis est optionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le nom de la propriété n'est pas le même que le nom du paramètre. Bon, donc c'est plus une question d'habitude. Par contre, si vous aviez donné comme nom de paramètre les mêmes noms que les propriétés, et vous avez tout à fait le droit, à ce moment-là, le this est obligatoire pour faire la distinction, parce que spontanément, il va regarder au plus près. C'est-à-dire que si je mets juste adresse livraison et que mon paramètre s'appelle adresse livraison, il va prendre en compte le paramètre. Du coup, en mettant this, on précise bien, attention, adresse livraison, c'est la propriété adresse livraison par rapport à this étant l'instance de l'objet actuel. Donc on représente, on accède directement à la propriété grâce au this qu'on aura mis en préfixe. Voilà, ok, mais il n'empêche que là on s'est occupé que des deux derniers paramètres et on a les trois premiers paramètres qui doivent permettre de valoriser en fait les propriétés de la classe mère. Alors l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de marquer un truc du genre super pour accéder à la classe mère, point date vente égale une date vente. Donc ça, c'est etc. pour les trois. Alors ça, c'est une erreur que l'on voit de façon très classique et c'est totalement faux. Alors pourquoi? Parce que tout simplement date vente est privée. Donc vous avez beau être dans la classe fille n'accède que ce qui est public et ce qui est protégé de la classe mère. Donc ça c'est interdit. Du coup, il faut trouver une autre façon de faire. L'autre façon de faire, le seul moyen de valoriser les trois propriétés, puisqu'on n'a pas de setter, etc., de la classe mère, et ce qu'on fait classiquement, de toute façon, c'est faire appel au constructeur de la classe mère. Alors, classiquement, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'écrire super, parenthèse, et là, le fait d'écrire juste super et parenthèse, on fait appel au constructeur de la classe mère. Donc, on lui envoie en paramètre une date vente, un conso et le dernier paramètre, un montant. Alors attention, ces trois valeurs que j'ai mis ne sont pas de ce nom-là parce que dans le constructeur, ce sont ces noms-là. Les noms que j'ai utilisés ici viennent du fait que dans mon constructeur de vente e-commerce, j'ai mis ces noms-là. Donc si j'avais ici mis la date vente, le conso et le montant, j'aurais mis ici la date vente, le conso et le montant, qui seraient allés dans une date vente, un conso et un montant du constructeur de la classe mère. Donc faites bien cette distinction. Bon, on est dans une question ultra classique. Là, il n'y a rien de surprenant. C'est classique de demander d'écrire le constructeur d'une classe fille et de savoir envoyer les propriétés, enfin valoriser les propriétés de la classe mère en passant par le constructeur de la classe mère. Donc voilà, ça c'est important d'insister sur ce point parce que on est quand même dans du très classique. Ok, donc ça c'était pour la question 3.3, donc on revient sur le sujet. Alors on continue, donc
une des statistiques... Alors, oui, voilà. Une des statistiques devra permettre de visualiser rapidement quel canal de vente est le plus utilisé par les clients inscrits au programme de fidélisation appelé client fidèle, en comparant le montant total des ventes réalisées en ligne au montant total des ventes réalisées en magasin. Pour cela, l'application utilisera la méthode compare lieu-vente de la classe statistique qui retournera le montant total des ventes réalisées en magasin divisé par le montant total des ventes réalisées en ligne. Donc déjà, ce qu'on vous demande à la question 3.4, c'est de compléter le code de la méthode compare lieu-vente. Alors allons voir à quoi ça ressemble, puisqu'il y a déjà du code écrit. Donc voilà la méthode compare lieu-vente. Alors, elle reçoit une collection de consommateurs, et plus précisément de conso fidèles. Et qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, d'abord, elle a deux variables initialisées à 0. Total e-com qui représente le montant des ventes e-commerce et Total Mag qui représente le cumul des montants des ventes en magasin. Donc on comprend que dans la boucle, il va falloir qu'on cumule les ventes e-commerce et qu'on cumule les ventes magasin. On commence déjà une boucle où on vous dit qu'on va parcourir les différents consommateurs. Et puis, à la fin, après la boucle, on va retourner le total des ventes magasins divisé par le total de ventes e-commerce. Donc, encore une fois, on comprend qu'il va falloir gérer le cumul dans cette boucle. Alors, quand on est dans cette boucle, on est sur un consommateur précis. CF va représenter un consommateur fidèle. Donc, pour pouvoir cumuler les montants des ventes, il va falloir qu'on parcourt finalement les ventes de ce consommateur. Alors retournons voir un petit peu à quoi ça ressemble au niveau d'un consommateur. On est d'accord que, on le voit ici sur le diagramme de classe et on le voit ici dans la version textuelle, on est d'accord qu'on a un ensemble de ventes. Alors attention, je ne peux pas faire directement cf.lesventes puisque les ventes est en privé. Donc il faut que je trouve autre chose et effectivement on a la possibilité de récupérer l'ensemble des ventes d'un consommateur avec la méthode getLesVentes qui me retourne tout simplement la collection de ventes d'un consommateur. Donc ce qu'on va faire, c'est parcourir cette collection là. Alors on va retourner sur cette méthode là. Donc là je vais reprendre d'abord la structure complète de la méthode. Donc, je reprends tout ça et je vais le copier donc de l'autre côté. Il reste donc à compléter cette partie. Alors on est dans la boucle on est d'accord sur un consommateur précis. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant boucler sur les ventes de ce consommateur. Donc je vais faire un for. Alors bon, je vais garder leur même syntaxe, même si normalement c'est plutôt for. Donc un for each, et à chaque tour de boucle, je vais dans un objet de type vente que je vais appeler une vente. Je vais boucler donc sur les ventes du consommateur. Donc le CF me permet d'avoir le consommateur fidèle et on l'a vu, si je remonte un peu plus haut, je vous remontre ici, on a getVente qui me permet d'avoir les ventes, la collection de ventes d'un consommateur. Donc je vais utiliser getVente. Voilà. Alors vous pourriez très bien décider de faire d'abord d'utiliser d'abord une variable locale qui récupère cf.getVente et ensuite boucler sur cette collection que vous avez récupérée en local. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis dans la boucle. Voilà. Dans cette boucle, on est d'accord que dans une vente, j'ai une vente du consommateur. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à vérifier quel type de vente c'est. Je reviens sur le diagramme de place pour que vous compreniez bien. Au niveau des ventes, j'ai deux types de ventes. J'ai soit les ventes e-commerce, soit les ventes magasins. Et suivant le type de vente que c'est, eh bien, je vais récupérer le montant de vente qui va me permettre de... Parce que c'est ça que je dois cumuler pour les différents types de ventes, suivant si c'est vente e-commerce ou si c'est vente magasin. Donc je reviens là,
Donc là, puisque vous voyez qu'à la fin, je dois voir le total des ventes magasins et le total de ventes e-commerce. Donc je vous rappelle qu'on vous a donné instance of qui permet de savoir si une vente est enfin si un objet est du type d'une classe ou d'une autre classe. Donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais regarder si une vente que je viens de récupérer par mon for each est d'un type précis, donc instance of, et je vais regarder si il est du type de la classe, par exemple, vente e-commerce. Oula, donc vente e-commerce. Donc si on est dans ce cas-là, eh bien, ce que je veux, c'est tout simplement cumuler dans ma variable total e-com. Je veux cumuler le montant de la vente correspondant à une vente. Donc il faut que je passe par l'objet une vente et il faut que je puisse récupérer le montant de la vente. Alors voyons quel est le moyen pour récupérer le montant de la vente. Alors que je sois dans une vente e-commerce ou une vente magasin, on est d'accord qu'elles héritent toutes les deux de la classe vente. Donc j'accède à tout le public de la classe vente et entre autres j'accède à get montant vente. Donc je vais pouvoir utiliser ici get montant vente. Donc voilà. Dans le cas contraire, donc là je vais mettre un else. On voit pas bien les indentations, mais bon, c'est pas grave. Donc dans le cas contraire, eh bien, je vais faire tout simplement, alors je vais mettre déjà la collade fermante du else, je vais tout simplement faire ce total, hein, le get montant vente, je vais l'ajouter non pas dans total e-com, mais je vais l'ajouter dans total mag. Donc je vais récupérer juste cette ligne que je vais copier ici et je vais changer total e-com en total, alors d'ailleurs j'avais un peu raté le total, voilà, en total mag. Et voilà, c'est tout. Alors, une fois qu'on sort de la boucle, on est bien d'accord que dans total e-com, je vais avoir la somme des montants des ventes de type e-commerce suite à mon test, et sinon si c'est pas une vente e-commerce, a priori c'est une vente magasin, donc à ce moment là je vais avoir dans total mag la somme des ventes faites en magasin. Alors, je fais quand même une petite parenthèse, c'est que vente n'est pas abstraite, donc si on chipote un peu, on pourrait dire que, ok, il y a des ventes e-commerce, il y a des ventes magasins, mais n'étant pas abstraites, je peux très bien, et d'ailleurs j'ai un constructeur public, je pourrais très bien créer des ventes qui sont ni e-commerce ni magasin. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait quand même que je fasse un deuxième if ici. Bon là je chipote, c'est juste à mon avis un oubli. Vente, a priori il faut qu'elle soit abstraite cette classe, hein, puisque effectivement on doit pouvoir avoir que ces deux types de ventes, magasin ou e-commerce. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ok, on a fini avec la question 3-4, donc on revient sur le sujet. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? 3.5, expliquez en quoi la dernière instruction return total mag divisé par total e-com de la méthode compare lieu vente, donc celle qu'on vient d'écrire, qu'on vient de compléter, peut poser problème. Eh bien, c'est assez facile, quoi. On voit que on a une division. Alors, imaginons qu'on soit dans un cas de compare lieu vente, dans un cas où il n'y a aucune vente en total e-com. À ce moment-là, on va se retrouver avec une division par 0 et évidemment, ça va poser problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait capturer, hein, qu'il faudrait éviter d'obtenir ce genre d'erreur. Donc là, la réponse était très simple. Donc, le problème, c'est que s'il n'y a pas de vente e-commerce, il y aura division par 0. On vous demande même pas de préciser comment éviter ce problème, on vous dit juste quel est le problème qui peut, on vous demande juste quel est le problème qui peut se poser. Donc ça n'allait pas plus loin que ça. Dernière question de ce dossier, on souhaite ajouter à la classe conso une méthode qui retourne
pour le consommateur la liste des ventes d'un montant supérieur à un montant passé en paramètres. Alors là, cette fois-ci, on vous demande d'écrire complètement une méthode. Le dossier est vraiment progressif, hein. On a commencé par des questions extrêmement faciles, puis ensuite, on vous a demandé de compléter des méthodes qui étaient déjà en partie écrites, et là, enfin, on vous demande quand même d'écrire une méthode complète. Bon, ceci dit, ce qu'on vous demande comme méthode est de l'ordre de l'ultra classique, hein, c'est-à-dire ce sont des méthodes où vous travaillez sur une collection et on vous demande de retourner un sous-ensemble de la collection, donc répondant à un critère précis. Donc là, on va commencer tout de suite par écrire la signature de la méthode. Donc c'est une méthode qui retourne une collection, plus précisément une collection de ventes. Donc là, je vais tout de suite préciser le type retourné par la méthode. Donc elle retourne un ArrayList de vente, d'objet de type vente. Alors je l'appelle, alors ils veulent les montants qui sont supérieurs aux montants passés en paramètres. Donc je vais l'appeler par exemple les ventes sup montant. Bon, vous donnez un peu le nom que vous voulez à partir du moment où c'est un peu clair. Donc là, on doit recevoir un montant en paramètres. Alors, je retourne quand même pour voir un peu le type des montants. Donc, au niveau des ventes, les montants sont de type double. Donc, je vais recevoir en paramètres un montant de type double. Je vais y arriver. Ok, ensuite, donc dans cette classe, alors n'oublions pas qu'on est dans la classe conso, hein, c'est bien ça, hein, je me trompe, enfin ça me paraît assez logique. On me demande, oui voilà, hein, on souhaite ajouter à la classe conso, hein, donc on est bien dans la classe conso, donc je retourne ici, dans la classe conso, et dans la classe conso on va travailler bien avec la collection les ventes, puisque ce qu'on veut c'est retourner un sous-ensemble de cette collection en prenant uniquement les ventes dont le montant est supérieur au montant passé en paramètres. Donc puisque on va devoir retourner une nouvelle collection, eh bien il faut déjà commencer par déclarer et instancier cette collection. Donc en ArrayList de type d'objet vente, je vais l'appeler les ventes submontant par exemple, et j'instancie tout de suite en faisant donc new ArrayList de type vente, donc en appelant le constructeur de la classe. Alors je n'y retourne pas, mais c'était montré dans le document 7, hein, comment on déclarait en instancier. On sait qu'à la fin de la méthode, eh bien, on va retourner cette collection, donc les ventes submontant. Alors autant le mettre pour pas l'oublier, et entre les deux, il va falloir remplir cette collection. Alors pour remplir cette collection, on va boucler justement sur la collection les ventes, et pour chacune des ventes, on va tout simplement regarder le montant de la vente par rapport au montant passé en paramètres. Donc on va faire une boucle comme ils ont montré jusqu'à maintenant. Alors je garde toujours la syntaxe for each qu'ils ont utilisée dans le sujet. Donc for each, je vais récupérer à chaque tour de boucle une vente par rapport à la collection les ventes. Alors j'ai accès à la collection les ventes même si elle est en privé. Je vous rappelle que je suis en train d'écrire une méthode dans la classe conso. Donc il est normal que j'accède à tout ce qui est privé de la classe conso. Donc là, au niveau de la boucle, dans la boucle, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il suffit que je teste le montant de la vente de la boucle. Donc, je pars de une vente. Une vente, c'est mieux qu'un vente quand même. Voilà. Donc, une vente, je vais faire un test sur une vente. Et j'ai besoin de récupérer le montant de la vente. Alors, si je vais dans la classe vente, j'ai un get montant vente. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, get montant vente.
Je vais tout simplement regarder s'il est supérieur au montant que j'ai reçu en paramètres, puisque le but c'est de récupérer uniquement les ventes qui ont un montant au-dessus. Et si c'est supérieur, à ce moment-là, dans le if, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement ajouter cette vente dans ma collection que je suis en train de remplir, quoi, que je dois remplir et retourner. Donc dans les ventes sup montant, je vais utiliser la méthode add. Alors je vous rappelle que on nous a donné dans le document 7 tout ce qu'il faut savoir, hein. Donc là on retrouve la création, la déclaration et la création d'une collection, et puis on nous a donné la méthode add qui permet d'ajouter. Alors évidemment, si vous avez déjà des connaissances en Java, vous n'avez même pas besoin de cette annexe, mais comme quoi dans un sujet on part du principe que vous n'êtes pas censé connaître le langage qui est proposé. Donc on vous donne tous les éléments. Je fais une parenthèse à ce niveau-là. Je vous rappelle que dans les sujets, vous avez le droit d'écrire les réponses dans les langages que vous voulez. Et même en pseudo-langage, en algo, vous avez le droit de répondre aussi. Hein. C'est précisé dans chaque sujet. Donc on vous donne, quoi qu'il arrive, tous les éléments du langage, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Alors moi, je vous conseille tout de même de garder la logique du sujet. D'abord, c'est souvent plus simple, parce qu'on vous donne tout ce qu'il faut. Mais voilà, vous avez le droit de faire autrement. Alors, je reviens à mon sujet. Donc, add, qu'est-ce que je vais ajouter? Il faut que j'ajoute un objet de type vente, puisque je suis dans une collection de ventes. Eh bien, c'est une vente de ma boucle que je vais ajouter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortant de ce for each, je vais avoir les ventes submontant qui vont contenir toutes les ventes dont le montant est supérieur au montant passé en paramètre. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, on en a terminé pour ce dossier qui était, je trouve, très bien fait, très carré, progressif, pas de piège, pas énormément de choses à lire, donc finalement beaucoup plus simple d'abord à aborder par rapport à la mission 3. Et on va dire plus classique, un peu comme la mission 1 qui restait quand même assez classique. Donc c'est terminé pour cette mission 3 et je vous dis a priori à demain pour pouvoir traiter la toute dernière mission de ce sujet, la mission 4.